Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un autre petit Zoom pour vous expliquer toutes les démarches nécessaires lorsque vous voulez passer d'un statut VDI à un autre statut, et également les avantages de tous les autres statuts que nous proposons chez PartnerCo. Donc, pour ce faire, nous sommes avec le cabinet FM Richard, qui sont nos partenaires d'experts comptables. Nous avons Sean, nous avons Rivaros et nous avons Julie présent. Rivaros et Julie vont se partager l'écran et la parole. Et je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole. Merci. 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 Alors, nous allons présenter aujourd'hui les différents statuts pour pouvoir travailler en tant que partenaire avec PartnerCo. Vous verrez qu'on fait quelques références à la société Arix, puisque c'est avec cette société-là qui fait partie de PartnerCo que vous travaillez. On va commencer en détaillant quelques éléments du statut VDI, et puis ensuite on abordera les autres statuts. Ce qu'on va faire avec Rivaros aujourd'hui, c'est de l'information générale. Donc, si vous avez besoin à un moment donné de conseils personnalisés, vous pourrez vous retourner vers un conseil proche de vous, etc. Ou poser d'autres questions à PartnerCo. On verra comment on peut amener des réponses. En tout cas, voilà, là, ça va être une présentation générale avec un peu de termes techniques, un peu de chiffres. Oui. Donc, restez concentrés, restez avec nous. Ça va bien aller. On va essayer, on va tout faire pour que ce soit fluide et simple pour vous. Voilà. Ouais, ouais. L'idée aujourd'hui, en fait, ce serait donc du coup de présenter donc ce webinaire en allant sur les thématiques qui reviennent souvent, les questions qu'on se pose souvent quand on se lance dans une activité de VDI. Donc la première chose, ce serait de savoir en fait quelle est la forme juridique en fait du coup donc les caractéristiques juridiques en fait du VDI. Ensuite, on présentera donc du coup en fait ce que ça représente fiscalement et socialement. Et ensuite, en fait, on va attaquer donc du coup les obligations qui sont liées en fait à ce statut, les idées qui sont reçues, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on atteint un certain niveau, en fait, on se pose la question de savoir si on veut changer, si on veut aller vers d'autres objectifs. Et là, en fait, on va préciser en fait donc en fait les conditions de changement de statut. Et ensuite, on va aborder les options qui sont possibles. Donc, voilà, ça c'est le sommaire, c'est ce qu'on vient de résumer. Alors, on va démarrer par le VDI. Donc, on met un petit peu de vocabulaire avec vous en place dès le début. C'est-à-dire que le VDI, donc ça veut dire vendeur à domicile indépendant, le VDI dans sa relation avec PartnerCo, enfin avec Arix, PartnerCo, vous êtes en tant que VDI un fournisseur de l'entreprise. C'est toujours un petit peu spécial. Vous êtes un fournisseur parce que en tant que VDI, vous rendez service à l'entreprise. Voilà. Donc, ça suppose d'avoir une rémunération. La rémunération, ce sont les commissions. Et il y a entre un fournisseur et son client, donc fournisseur c'est vous, le client c'est Arix, d'accord? Il y a la relation commerciale et cette relation elle se matérialise par une facture. Aujourd'hui, vous recevez, si vous êtes déjà VDI avec Arix, vous recevez des relevés de commission chaque mois et ces relevés de commission font office de facture. Tout en bas à gauche du relevé de commission, il est écrit autofacturation. D'accord? Donc, ça fait office de facture. OK? Vous êtes un fournisseur indépendant, vous faites une facture. En termes de caractéristiques juridiques, donc du coup, pour aborder donc du coup en fait donc ce que c'est qu'un VDI. En fait, un VDI, en fait, comme l'a précisé Julie, c'est un entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur individuel et qui du coup n'est pas salarié. Donc il n'y a pas de lien de subordination en fait entre donc partenaire Enco et le partenaire. Pour faire le jeu de mots. Et donc c'est quelqu'un qui est libre donc d'organiser son temps, donc son activité. Donc c'est en fonction aussi de sa disponibilité. Et en fait, il faut pas le confondre en fait avec un VRP, un travailleur indépendant qui est inscrit du coup au RSS ou au RSAC en fonction du coup du régime. Voilà. Alors, le RCS, c'est le régime du commerce et des sociétés. Donc, le VDI mandataire n'est pas inscrit à ce registre. Une société l'est, d'accord? Et le RSAC, c'est le registre spécial, pardon, des agents commerciaux, d'accord? Et vous n'êtes pas non plus, en tant que VDI, vous n'êtes pas inscrit à l'un de ces registres. Mais néanmoins, en tant que VDI, entrepreneur individuel, vous allez être inscrit, c'est-à-dire que vous aurez un numéro de SIRET. C'est très important parce que c'est ça qui prouve que vous êtes bien enregistré en tant que VDI et que ce n'est pas du travail non déclaré. Et d'ailleurs aussi, si vous avez donc déjà créé une activité, il faudra bien le mentionner lors de la création derrière et nous mentionner aussi le numéro SIRET pour que derrière il soit pris en considération dans la création de votre compte VDI. Alors, fiscalement,
Alors, on est obligé de parler de fiscalité parce que vous savez que c'est incontournable quand on a une activité professionnelle en France. Donc, le VDI, il est soumis à l'impôt sur les revenus. D'accord, l'impôt sur le revenu, c'est le grand, comment dire, c'est le grand chapeau fiscal pour toutes les catégories de revenus en tant que personne. D'accord? Donc, en tant que VDI mandataire, c'est ce que vous êtes en travaillant avec Partner Co. Vous êtes imposé en tant que BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux. Ça, c'est la catégorie d'imposition, d'accord? Quand vous êtes salarié, la rémunération en tant que salarié relève de la catégorie salaire. Et quand vous êtes VDI, la rémunération, enfin, les commissions relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Alors, on appelle ça BNC. Ça, c'est un vocabulaire que vous trouverez souvent dans la documentation ou sur Internet, notamment. Voilà. Si le VDI a un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros par an, il peut relever du régime spécial micro-BNC. On y reviendra, d'accord? Donc, c'est un régime qui permet de déclarer tout simplement ses revenus et de ne pas avoir à calculer de résultats. C'est plutôt pas mal. Et après, le VDI, il est aussi soumis à la TVA. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, en fait, il faut bien, et là aussi, on y reviendra parce qu'il y a aussi une question de seuil. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, la plupart du temps, le VDI, il est en franchise en base de TVA. Voilà, ça, c'est un autre vocabulaire important pour vous en tant qu'entrepreneur. La franchise en base, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires, la TVA ne s'applique pas. Voilà, franchise, c'est aucune TVA, aucune déclaration. Ouais. Donc ça veut dire que vous, aujourd'hui, si vous êtes VDI pour Partner Co et que vous êtes en dessous du seuil qu'on va voir juste après, vous n'avez rien à faire en matière de TVA. Oui. Aussi, le BDI, en fait, est soumis aussi, donc du coup, il est assujetti donc à la contribution économique territoriale. Et donc, dedans, en fait, on a deux types d'impôts. Donc, on a la CVAE et la CFE. Il n'est pas soumis à la CVAE parce qu'il n'atteint pas forcément les seuils en termes de chiffre d'affaires, mais il a une CFE qui est une cotisation minimum, en fait, qu'il faut payer. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'était la partie fiscale. Ensuite, on a la partie sociale. Encore une fois, en France, dès l'instant qu'il y a un revenu, il y a des cotisations sociales qui s'appliquent. Alors, le VDI, c'est un peu un hybride entre un indépendant et un salarié. Pourquoi hybride? Parce que le VDI, il est rattaché au régime de la sécurité sociale, le régime général, et non pas le régime des indépendants. D'accord? Donc, c'est le même régime que les salariés, mais attention, il n'est pas salarié, on l'a dit dès le début, c'est hyper important. Et puisque le VDI est un indépendant, il ne cotisera pas au chômage, par exemple, d'accord? Il n'y a pas de retraite complémentaire non plus. Donc ça, c'est des choses qui seront peut-être amenées à bouger dans le futur, parce que le gouvernement s'interroge beaucoup sur la protection sociale des indépendants. Ça pourra bouger, mais aujourd'hui, le VDI cotise à l'assurance maladie, vieillesse et allocation familiale. On y reviendra aussi parce que c'est intéressant de savoir quels sont les droits en tant que VDI. Et pourquoi le VDI se rapproche du salarié? C'est aussi parce que c'est l'entreprise qui va calculer, déclarer et payer. Voilà, comme un salarié. Et en tant que VDI, vous recevez chaque mois un relevé de commission et chaque trimestre un bulletin de précompte. Et ce bulletin de précompte, ça ressemble un petit peu à un bulletin de salaire. Attention, ça n'est pas un bulletin de salaire, hein. On ne change pas on ne change pas notre discours. Et les cotisations sociales, elles sont calculées selon un barème qui est spécifique. Alors, l'intérêt du statut VDI, il est principalement là, d'accord, parce que on va voir ensemble, alors ça va être le premier tableau de la présentation, on va voir ensemble que ce barème spécifique est avantageux. Il n'est pas facile à comprendre du premier coup, mais il est très avantageux, c'est-à-dire que globalement, en tant que VDI, les cotisations sont allégées par rapport à un autre statut. En termes de caractéristiques sociales, donc du coup là, donc en fait, on vous présente du coup en fait les tranches, donc les différentes tranches et donc du coup les cotisations en fonction donc de la, enfin du seuil de rémunération franchi ou pas. Il faut savoir qu'en fait il faut intégrer du coup quand on dépasse donc le 27 fois donc du coup le plafond de sécurité sociale, en fait on est dans la tranche P. Et qui, du coup, en fait, crée des changements au niveau du calcul de la base soumise, en fait, à cotisation sociale. C'est-à-dire que, en fait, donc la rémunération brute, en fait, on ne déduit plus finalement donc des frais professionnels pour 10% en forfait, mais plutôt, du coup, les frais réels. Et ça, cela peut être avantageux en fonction de la position dans laquelle on se trouve. Et ce barème, il est très progressif, c'est-à-dire que vous voyez la première ligne juste au-dessus du cadre rouge, le A', c'est la tranche
dans laquelle vous pouvez percevoir des commissions sans payer de cotisation sociale. Donc, en termes de démarrage d'activité, c'est extrêmement avantageux parce que alors, c'est un barème trimestriel. Donc, jusqu'à 464 euros de revenus trimestriels, il n'y a pas de cotisation sociale qui s'applique. Donc, pour le démarrage en tant que, voilà, démarrer l'activité Partner Co en tant que VDI, c'est intéressant parce que ça permet les premières périodes de rester éventuellement dans cette tranche-là. Et en dessous, l'encadré rouge, ce sont les tranches ABC. Et là, ce sont des cotisations forfaitaires qui s'appliquent. Donc, dès l'instant que vous êtes entre 465 et 638 par trimestre, la cotisation, c'est 29 euros. C'est un forfait, voilà, c'est fixe, d'accord? Et l'entreprise prend en charge une partie. Vous voyez la répartition entre l'entreprise et le VDI, c'est à peu près un tiers qui sera précompté au VDI et deux tiers payés par l'entreprise en plus. Un petit peu comme des cotisations salariales, c'est à peu près la même proportion. Donc, ces trois tranches ABC, elles sont très avantageuses parce que la cotisation forfaitaire qui est précomptée au VDI, les 57 euros, par exemple, de la tranche C, quand on le ramène à 1 700 euros par trimestre, on voit bien que c'est vraiment faible. Je veux dire, c'est 1 700 euros de commission brute et seulement 57 euros de cotisation sociale. Donc, c'est vraiment intéressant et ce barème de cotisation a été mis en place au moment où le statut du VDI a été créé, justement pour favoriser dans l'idée de ce complément de revenu, dans l'idée d'une progressivité du poids social. Et effectivement, à un moment donné, comme le disait Rivaros, quand vous arrivez, quand c'est vraiment votre activité principale et que vous êtes dans cette tranche P qui est grisée en bas du tableau, là, ça va être un autre système de calcul de cotisation parce que vous êtes dans une activité quasiment à plein temps ou à plein temps. Et de toute façon, on arrive là sur les seuils, on va se poser la question de changer de statut, de sortir du statut VDI. Voilà. Donc, cette présentation, vous la retrouverez de façon plus explicite avec quelques exemples sur le site de l'URSSAF. D'accord? Il y a une partie VDI sur le site de l'URSSAF. Elle n'est pas présentée sous forme de tableau comme ça. Ça, c'est la façon de le synthétiser qu'on partage avec la Fédération de la vente directe aussi. En tout cas, voilà, sur le site de l'URSSAF, vous retrouverez toutes ces tranches. Oui. Et d'ailleurs aussi, si vous posez la question de savoir où trouver ces informations sur votre, enfin, sur le bulletin de commission ou tout ça, il est sur votre bulletin de précompte et vous avez donc le détail de la part donc, qui est payée par l'entreprise et la part que vous supportez en termes de charges. Et donc, vous avez donc un détail bien clair et tout de toutes vos charges. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on a balayé rapidement la partie VDI. On va s'intéresser aux autres statuts. Oui. Alors, pourquoi changer de statut éventuellement? Alors là, vous voyez apparaître sur le slide la patte de Rivaros. Le bonhomme, il a une barbe. Alors, on est dans l'idée de la croissance, bien sûr, d'accord? Donc, si vous êtes VDI et que vous vous posez la question de changer de statut, vous la posez parce que soit vous allez y être obligé, d'accord? Donc, il y a une obligation légale, c'est-à-dire qu'il y a un seuil en dessous duquel vous pouvez rester VDI, mais si vous dépassez ce seuil pendant 3 ans consécutifs, vous allez devoir changer de statut, d'accord? C'est une obligation légale. Vous pouvez aussi avoir envie de changer de statut pour différentes raisons. Par exemple, parce que vous avez envie de faire grossir votre activité et vous savez que vous allez de toute façon dépasser le seuil très rapidement, donc vous prenez les devants. Et vous pouvez aussi avoir envie d'avoir d'autres activités qui sont proches de la distribution des produits ou qui sont complémentaires. Et à ce moment-là, pour pouvoir tout mettre dans la même coquille, finalement, d'un point de vue juridique. Et si vous cartonnez dès la première année, que vous faites 30 000 euros de commission dès la première année, c'est formidable. Et vous réfléchissez à changer de statut dès la deuxième année parce que ça sera plus intéressant pour vous. Nous allons attaquer un autre aspect enfin, qui est propre aux humains. Donc, en fait, ce sont les idées reçues. Donc, du coup, forcément, quand on se lance dans une activité, on se pose plein de questions et du coup, on a plein d'infos qui viennent de tous les canaux. Et donc, du coup, il faut bien faire la distinction, il faut faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas forcément vrai. Et donc, il faut savoir que en gros, il y a plusieurs idées reçues sur les entreprises individuelles. Mais il faut que, enfin, comme par exemple, qu'un travail indépendant paye plus de 50% de charges sociales, que la troisième année est fatale et que la gestion est hyper compliquée. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, on va essayer de clarifier ça dans les prochains slides.
C'est ça. Vous avez peut-être entendu autour de vous, pour ceux qui ont des connaissances qui sont indépendants, il y a quelque temps, on parlait beaucoup du RSI, c'était le régime social des indépendants, et c'était un peu la bête noire de tous ceux qui devaient en relever. Et je me souviens même les pharmaciens disaient sur la carte vitale, quand ils voyaient RSI, ils disaient «Ah mince!» Ouais. Voilà. Donc, tout ça a changé, le régime a été rénové, donc c'est beaucoup plus fluide maintenant. Et ça ne présente pas de difficultés particulières. Il y a un peu d'administratif, bien sûr, mais voilà. Pour changer de statut, vous allez vous poser des questions. Quels sont vos objectifs? On en a parlé tout à l'heure. Quel est votre niveau d'activité et celui que vous visez? Et après, il y a des questions qui sont plus personnelles que vous allez mûrir si vous êtes confronté au choix. C'est pas des choses qu'on va détailler aujourd'hui parce qu'après, c'est vraiment du cas particulier. Quelle est votre situation personnelle en termes de besoin de couverture sociale? Donc ça peut dépendre de votre âge, ça peut dépendre de votre situation professionnelle jusque-là, par rapport à si vous êtes proche de la retraite, si vous êtes tout au début de votre vie professionnelle ou si vous êtes encore étudiant, enfin voilà. Votre situation fiscale personnelle, si vous êtes seul dans votre foyer fiscal, si vous êtes à plusieurs, quel est le taux maximal d'imposition et si vous avez envie de vous associer. Donc là, on est sur une dimension un peu plus business, hein, si vous avez envie de réaliser votre activité avec un ou plusieurs associés. Ouais. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement pour plusieurs activités qui seraient combinées, etc. Donc l'association, c'est vraiment on va le voir bientôt, le top un peu de la, comment dire, de la complexité de l'entrepreneuriat, le top en termes de, voilà, de complexité et de possibilités. Voilà, c'est pas le top dans l'absolu, mais c'est vraiment c'est une autre étape et vous pouvez les faire une par une. On va vous présenter les différents statuts et vous allez voir que les faire, vous pouvez changer plusieurs fois au cours de votre vie professionnelle. Voilà. Alors, il y aura donc du coup à la suite donc de ce slide donc quelques précisions en termes de vocabulaire. Restez accrochés parce que ça peut paraître un peu technique, mais enfin voilà, on va essayer de simplifier, de rendre ça terre à terre. Alors, le premier terme qu'on clarifie, c'est le plus important. Enfin, nous, en tant qu'experts comptables, je trouve que c'est toujours le plus important. Le premier terme, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, vous, en tant que distributeur, en tant que partenaire de partenaire, et votre chiffre d'affaires, ce sont vos commissions. D'accord? Donc, vous êtes un indépendant, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un fournisseur de l'entreprise. Donc, votre chiffre d'affaires, ce sont vos commissions brutes. D'accord? C'est ce que vous gagnez sur votre activité. Et il faut qu'on fasse une précision là fiscale. Chaque fois qu'on parle de chiffre d'affaires, on parle hors taxe. Hors taxe. Alors, on a vu tout à l'heure que le VDI, il est en franchise de TVA dans la plupart des cas. On fera un petit aparté sur la TVA dans quelques instants. En tout cas, voilà, ayez bien en tête que le chiffre d'affaires, c'est vos commissions brutes. D'ailleurs, en fait, on va donc aussi présenter ce que c'est qu'une entreprise individuelle mais d'une autre façon, c'est-à-dire en faisant donc du coup un rappel sur donc les caractéristiques juridiques, sociales et tout ça, enfin sur ce que c'est qu'une entreprise individuelle. Donc en fait, une entreprise individuelle, donc c'est une forme juridique, c'est une responsabilité d'un dirigeant et c'est un régime fiscal et c'est aussi un statut social pour du dirigeant. Voilà, ce sont les 4 dimensions de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. On va beaucoup parler d'entreprise individuelle dans les slides qui suivent. On va vous parler un petit peu de création de société aussi, mais c'est vraiment sur l'entreprise individuelle qu'on fera le plus de contenu. Alors, comme l'a dit Rivaros, voilà, ce sont les 4 dimensions autour d'une entreprise. Donc, une entreprise, elle peut avoir plusieurs formes juridiques, hein, obligé de faire. Voilà. Donc, alors, le micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur, ça s'est appelé pendant un certain temps auto-entrepreneur. Alors, auto-entrepreneur, bon, l'appellation, elle plaisait ou elle plaisait pas, mais micro-entrepreneur, nous, on trouve que ça sème un peu le doute parce que micro, c'est aussi une façon de caractériser un régime fiscal. Voilà. Donc, en fait, le micro-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel qui bénéficie d'un régime micro fiscal et social. Vous voyez? Donc, c'est la même casquette. OK? L'entrepreneur individuel, c'est une entreprise en nom propre. Alors, ça veut dire freelance, ça veut dire indépendant, ça veut dire plein de choses, d'accord? On l'utilise un petit peu dans un vocabulaire différent. En tout cas, l'idée, c'est un entrepreneur individuel. Quand vous êtes VDI, vous êtes un entrepreneur individuel, d'accord? Mais dans un régime spécifique qui est le VDI. Mais vous êtes une entreprise individuelle, c'est-à-dire c'est une entreprise qui repose sur votre personne. Voilà. À l'opposé on a mis là par simplification seulement deux formes de société, SARL et SAS, qui peuvent être ce qu'on appelle unipersonnelles, c'est-à-dire avec un seul associé. Donc tout à l'heure, on se disait, est-ce que vous avez envie de vous associer peut-être pour votre activité? Vous pouvez aussi avoir une société à vous tout seul. Voilà, c'est possible. Et donc, quand on parle de société, on parle
Alors là, juridiquement, de la création d'une personne morale. Voilà, donc c'est l'entreprise, l'entreprise, ça n'est pas vous. Voilà, c'est séparé. L'entrepreneur individuel, c'est sa personne, c'est son activité professionnelle sur sa personne. Il a un numéro SIRET, bien sûr, et il va faire des actes qui sont séparés de ceux de sa vie personnelle, mais néanmoins, ça repose sur lui uniquement. Voilà, on ne crée pas on ne crée pas une personne morale comme on le fait pour une société. On a déjà fait aussi tout à l'heure dans la précédente slide donc la distinction aussi entre un régime donc du coup le régime général donc du coup qui a le régime réel des salariés et aussi les travailleurs non salariés. Voilà, on a déjà abordé le sujet et pareil aussi en termes de régime fiscal en fait il faut bien faire la distinction entre de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés parce que du coup en fait l'impôt sur le revenu donc c'est propre donc du coup aux particuliers et donc forcément derrière donc enfin aux entrepreneurs individuels. Et donc, en fait, les impôts sur les sociétés, c'est vraiment pour donc, des sociétés qui ont une personnalité morale. Donc, on parlait tout à l'heure, Julie parlait tout à l'heure de sociétés à responsabilité limitée, de SAS et voilà, et toutes les formes de sociétés qui existent, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En termes de responsabilité du dirigeant, en fonction du type de société, donc du coup, en fait, qui est choisi, donc il y a donc la responsabilité qui est limitée ou illimitée. Donc voilà, en fonction de la forme, cela crée aussi. Et tout à l'heure, on parlait aussi des associés. En fonction de la forme choisie aussi, donc il y a donc une responsabilité solidaire des associés, donc par rapport en fait aux sociétés, par rapport aux besoins. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir dans les prochaines slides. Donc les steps, les étapes donc à franchir lorsqu'on est partenaire chez Partenaire Co. Et voilà. Donc je passe à la prochaine slide. Alors, comme on le disait, le VDI, c'est le statut idéal pour démarrer, idéal parce que c'est très simplifié, d'accord? Une fois que vous êtes inscrit en tant que VDI, et ça, c'est ce qu'on a détaillé dans un webinaire précédent, une fois que vous êtes inscrit, le VDI n'a quasiment plus rien à faire à part une fois par an, enfin, travailler, bien sûr, et une fois par an, déclarer ses revenus pour l'impôt sur le revenu, d'accord? Une seule case, c'est très, très simple. Juste après, dans la complexité, on a le micro-entrepreneur. Pourquoi on le met juste après? Vous verrez, c'est parce qu'on peut faire plus de chiffre d'affaires. En vrai, les obligations comptables et fiscales, elles sont pas tellement supérieures. Mais par contre, on peut aller vraiment plus loin en termes de chiffre d'affaires par rapport au VDI. Le VDI, on va être limité à 20-24 000 euros par an. Le micro-entrepreneur, il peut aller à 77 000. Donc, vous pouvez tripler votre activité et toujours rester dans un régime extrêmement simple. Après, on a l'entreprise individuelle. Encore une fois, on le met comme ça, mais vous avez bien compris dans ce qu'on a dit tout à l'heure, un micro-entrepreneur, c'est aussi une entreprise individuelle et un VDI est une entreprise individuelle aussi, sauf que ce sont des régimes particuliers, donc on les distingue. L'entreprise individuelle, peut-être qu'on la présente là, c'est une entreprise individuelle qu'on va qualifier au réel, d'accord? Vous allez comprendre, le réel, c'est la déduction de frais quand on veut calculer ses impôts, quand on va calculer ses cotisations sociales. On va y revenir. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'entreprise individuelle, une personne peut avoir une entreprise individuelle. Il y a pas mal de questionnements là-dessus en ce moment, et on travaille notamment avec la Fédération de la vente directe là-dessus, pour savoir si une personne, donc un individu, pourrait être à la fois en micro-entreprise pour faire, qu'est-ce que je prends toujours toilettage pour chien comme exemple, c'est un peu, je sais pas pourquoi. Bon voilà, pourrait faire ça, et à côté, pourrait être distributeur, par exemple, partenaire. Bon. Aujourd'hui, la question n'est pas complètement tranchée. Aujourd'hui, la seule règle qui existe, c'est que un individu ne peut avoir qu'une seule entreprise individuelle, donc c'est-à-dire un seul SIRET. D'accord? Et le SIRET, c'est le numéro d'identification de l'entreprise, SIREN, SIRET, c'est le numéro d'identification de l'entreprise, donc c'est une seule entreprise individuelle par personne. Voilà. Si à un moment donné, on arrive à accumuler plusieurs activités et à garder la spécificité du régime social VDI avec une autre activité à côté, eh bien sûr, on en fera part à la société Harris. Et après, voilà, donc tout ça, c'est une entreprise individuelle. Et après, voilà, on peut créer une société. Et là, le chiffre d'affaires, c'est illimité. Et j'allais dire, les embêtements administratifs, sociaux et fiscaux, illimités aussi. Mais en général, ça se passe bien si on est bien entouré. C'est ça. Et d'ailleurs aussi, enfin, il faut savoir qu'en fait le numéro SIRET, même si vous même si vous fermez du coup votre activité, en fait c'est un numéro qui est attribué donc à vie. Et donc du coup, si vous changez d'activité, que vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, par exemple chez Partenaire Co parce que vous êtes nouveau,
fait, il faut communiquer toujours cette information-là pour que derrière, en fait, on puisse déclarer votre activité en fonction et réactiver, en fait, ce sirène qui a été qui a été inactif pendant un moment. C'est ça, c'est ça. Alors, on va mettre quelques chiffres. On va mettre quelques chiffres. Alors, d'un point de vue juridique, ce que vous voyez apparaître là, ce sont les seuils de commission, d'accord? Donc, on a parlé tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires, d'accord? Donc, on parle de vos commissions. Le VDI, vous voyez, on est limité à 23 000 par an, d'accord? Mais on a dit c'est pendant 3 ans. Donc, si vous faites, en vrai, pour le VDI, si vous faites 23 000 la première année, 30 000 la deuxième et 50 000 la troisième, vous pouvez, d'accord? Vous pouvez rester VDI. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant financièrement, mais vous pouvez le faire légalement, vous pouvez, d'accord? En termes de micro-entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 77 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, c'est quand même très intéressant. Et en tant qu'entreprise individuelle au réel ou une société, là, vous êtes illimité en chiffre d'affaires. Donc là c'est totalement ouvert sur l'activité et sur la potentialité de chiffre d'affaires. Vous remarquez qu'il y a une petite flèche au milieu à 36 800. C'est pas une erreur. On va y venir parce que c'est un seuil qui s'applique en matière fiscale. Alors, la franchise en base de TVA dont on a parlé tout à l'heure, elle s'applique jusqu'à 36 800. Cette franchise en base, vous voyez, le seuil, il est déconnecté de la possibilité du régime micro pour la micro-entreprise, d'accord? Ça veut dire que techniquement, un VDI pourrait être soumis à TVA et un micro-entrepreneur peut être soumis à TVA. Alors, on dit soumis à TVA, quand on précise un petit peu avec vous dans votre relation avec Arix Partner Co, il n'y aura pas de TVA sur vos commissions, simplement parce que l'entreprise avec laquelle vous allez contracter est une entreprise basée aux Pays-Bas. D'accord? Ça, vous le savez, c'est Arix BV. Donc, cette entreprise, le fait qu'elle soit aux Pays-Bas fait qu'il n'y a pas de TVA applicable. Donc, vous pourriez être VDI, soumis à TVA, mais sans avoir de TVA sur vos commissions et donc sans avoir de TVA à déclarer. Okay, donc, dans tous les cas, j'allais dire, en travaillant avec Arix, il n'y a pas de TVA de TVA française qui s'applique sur vos commissions. Okay, mais c'est important de le dire parce que si à un moment donné, vous voulez avoir plusieurs activités, par exemple pour plusieurs entreprises, en tant que VDI ou en tant que micro-entreprise, là, vous pourriez être amené à avoir la TVA s'appliquer. Oui, oui, oui. Donc, du coup, nous allons attaquer donc, du coup, la prochaine slide qui donc du coup aborde aussi donc les différents seuils qu'on a abordés tout à l'heure concernant les BDI, le chiffre d'affaires, donc le seuil à atteindre en fait pour passer donc de BDI à micro-entrepreneur et de micro-entrepreneur à entrepreneur individuel ou une société. C'est ça. Alors, on va regarder comment ça se passe d'un point de vue social. Alors, c'est un autre tableau. Oui, il y a beaucoup de choses dedans. Vous pourrez le relire calmement en suivant le webinaire. Vous pourrez faire un arrêt sur image. Alors, on a précisé quel est le régime qui s'applique. Encore une fois, c'est pour que vous ayez bien le vocabulaire, si vous consultez d'autres documentations, que vous sachiez vous recoller les informations entre elles. Normalement, tout est synthétisé ici, mais ça vous donne les mots pour vous y retrouver ailleurs. Donc, en tant que micro-entrepreneur, entreprise individuelle au réel, une EURL à l'IS et une SASU à l'IS. Pourquoi on a mis 2 statuts indépendants et 2 statuts société? C'est pour que vous voyez les différences en termes de vocabulaire et en termes de protection sociale. Alors, pour le micro-entrepreneur, on connaît le taux, d'accord? C'est 21% qui s'applique sur les commissions brutes. Ok, ça, on le sait. Les autres statuts, ce sont des taux qui sont variables en fonction du niveau d'activité et en fonction du niveau de rémunération. Donc, on ne peut pas comparer comme ça brutalement les taux, entre eux. Voilà. Sachant que si on regarde l'entreprise individuelle au réel, vous voyez dans la colonne base que les cotisations sociales seront calculées sur le résultat, le bénéfice. D'accord? On va y revenir un petit peu après. Dans une EURL, par exemple, donc c'est la SARL, mais avec un seul associé, on parle de gérant, et ça sera la rémunération du gérant. Et là, la rémunération du gérant relève de la sécurité sociale des indépendants. Donc, encore une fois, une caisse différente, un barème différent. Tandis que si vous créez une SAS, donc vous pouvez la faire unipersonnelle, SASU, là, si vous êtes le président ou la présidente, et là, quand vous vous rémunérez, la rémunération du président ou de la présidente de SAS, ça ressemble à un bulletin de paye.
donc vous avez un bulletin de paye même si vous n'avez pas de contrat de travail. Vous voyez, tout ça, c'est assez subtil. C'est important de le savoir, encore une fois, pour pouvoir bien faire la distinction entre les choses avec les autres informations que vous pouvez avoir. On a reprécisé, voilà, TNS, travailleurs non salariés, et SSI, c'est la sécurité sociale des indépendants. Voilà. Donc tout ça, on est vraiment, hein, là, on est sorti du VDI, on parle des autres statuts possibles. Oui, et d'ailleurs, voilà, enfin, on a fait, alors c'est fait donc à dessein. En fait, l'idée, donc du coup, c'est de bien de préciser, alors, en fait, un VDI, donc qui a envie de passer des steps, donc qui a envie de passer des étapes, mais seul. Donc, alors, dans le cas où il se met avec des associés, c'est aussi très différent. Donc, il faut intégrer d'autres aspects. Donc, à la prochaine slide, l'idée donc serait donc de parler en fonction de sa volonté, en fonction de ce dont on a envie, en fonction des objectifs qu'on se fixe. Si on est dans un cas beaucoup plus simple ou on est dans un cas voilà plus optimal. Donc voilà, Oui. c'est ça, c'est bien C'est ça. ça, c'est ça. Et alors, on va parler d'options simplicité et d'options optimisation. J'ai l'impression qu'on vend des contrats Ouais, retraite ou qu'on est banquier. Alors, l'option optimisation, alors attention, c'est optimisation. On n'est pas là pour faire de l'optimisation fiscale comment dire, façon cow-boy. Non, on va vous expliquer pourquoi on parle d'optimisation. Mais voilà, on n'est pas en train de vous proposer un schéma incroyable pour payer zéro impôt parce que c'est pas l'objet. Alors, dans l'option simplicité, on en a déjà beaucoup parlé. L'option simplicité, c'est de se dire le chiffre d'affaires, il est plutôt stable. On n'a pas envie, en tant que partenaire, d'avoir beaucoup d'obligations administratives. L'option simplicité, il y a deux statuts possibles, c'est le micro-entrepreneur et l'entreprise individuelle au régime micro, ce qui revient quasiment au même. Ça fait que, en gros, vous travaillez, vous avez vos commissions brutes, d'accord? Vous allez déclarer à l'URSSAF vos commissions brutes et payer vos cotisations sociales là-dessus. Et ensuite, vous déclarez à la fin de l'année, pour l'impôt sur le revenu, vos commissions brutes. Donc, c'est extrêmement simple. C'est moins simple que d'être VDI, hein, bien sûr, hein, parce que là, on parle de quand on n'est plus VDI, d'accord? Oui. L'option optimisation, c'est un peu différent parce que là, on va calculer un résultat. Alors, c'est le principe de pouvoir. Alors, c'est ce que vous entendez parfois autour de vous sur les réseaux, on va déduire les frais. Alors, quand vous entendez quelqu'un vous parler de déduction de frais, pensez à nous, d'accord, et demandez déductible de quoi. D'accord, c'est important parce que franchement, dire je déduis mes frais, ça veut rien dire du tout. OK? Donc, quand on déduit les frais, et on le verra dans les petits tableaux qui suivent. L'idée, c'est, voilà, quand j'ai une notion de simplicité, je vais payer les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sur la base de mon chiffre d'affaires, mais avec des taux adaptés. D'accord? Quand je veux avoir une gestion un peu plus optimale, entre guillemets, je vais pouvoir déduire des frais. C'est intéressant si vous avez des frais professionnels justifiés. Alors, les frais professionnels et la justification, c'est un vrai sujet. On pourrait faire un webinaire d'une journée dessus. Ouais. Voilà. Alors, vous entendrez aussi des professionnels autour de vous vous dire, je vais chez le coiffeur, je déduis mes frais. Voilà, je fais ma manucure, je déduis mes frais, le nouveau costume. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont admises, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Dans tous les cas, il faut pouvoir justifier. Et dans tous les cas, il faut que ce soit proportionnel avec l'activité. Si vous faites 500 € de commission trimestrielle et que vous achetez un costume ou un très beau tailleur à Chanel à 2000, ça ne marche pas. Ouais. Et d'ailleurs, de façon générale, quand on est entrepreneur, on est censé gérer un très bon père de famille. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a parfois des règles écrites pour savoir ce qui est un frais professionnel et ce qui ne l'est pas. Et parfois, il n'y a pas de règles écrites. Donc, c'est le bon sens et c'est la proportionnalité qui va jouer. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par la simplicité. Alors, le micro-entrepreneur, donc c'est ce qu'on appelait avant l'auto-entrepreneur, d'accord? Donc, les charges sociales seront calculées sur le chiffre d'affaires. OK? Donc, ça veut dire qu'on ne tient pas compte des charges. L'administration fiscale, l'administration sociale, personne ne vous demandera vos charges. D'accord? Personne ne les considérera. D'accord? Maintenant, le micro-entrepreneur, il s'inscrit de façon très simple. Ça ressemble un peu à l'inscription VDI qu'on a détaillé dans le webinaire précédent. Ça ressemble beaucoup à ça. La seule obligation comptable, c'est ce qui s'appelle un livre de recettes. Alors, ça fait un peu vieillot, mais c'est ça, c'est un tableur Excel, c'est un cahier, c'est un carnet, c'est ce que vous voulez, c'est la liste où vous compilez vos relevés de commission, ça suffit. Donc, franchise de TVA, on vient d'en parler, hein, attention au seuil, et la possibilité d'opter pour un prélèvement libératoire fiscal.
Alors, on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est le vocabulaire qui est un petit peu lourd. Un prélèvement libératoire fiscal, on aura un tableau tout à l'heure avec des simulations de calcul, donc on pourra vous en reparler. L'idée, c'est l'impôt est payé une fois avec un taux fixe et c'est tout. Voilà, c'est l'idée du prélèvement, d'accord? Libératoire, c'est-à-dire qu'on ne calculera pas de complément d'impôt après. Voilà. Donc, c'est intéressant ou ça l'est pas en fonction de chacun sa situation. Bon, vous savez que c'est limité dans les recettes, on a vu les frises tout à l'heure et que, en fait, fiscalement, l'administration fiscale va calculer votre impôt sur le revenu basé sur les commissions moins 34% de commissions. Donc, en gros, vous allez payer l'impôt sur 66% de vos commissions. Ce qui veut dire que l'administration intègre ce qu'on appelle un abattement pour frais professionnels de 34%. 34% de frais, c'est pas mal. Dans le monde du MLM, de la vente directe, de la vente par réunion sur les réseaux, les vendeurs qui peuvent justifier 34% de frais ou plus, ce sont des vendeurs qui se déplacent beaucoup. Voilà, c'est ceux qui vont faire de la vente en réunion ou du porte-à-porte et qui vont avoir notamment des frais kilométriques importants. Voilà, 34%, c'est vraiment pas mal. Bon, alors le tailleur Chanel, ça peut peser, mais c'est risqué. Donc voilà, 34% donc c'est un abattement pour frais professionnels. Donc, une fois par an, à l'administration fiscale, déclaration d'impôt sur le revenu, vous déclarez vos commissions brutes, et c'est l'administration fiscale qui va faire le calcul de l'abattement et de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est vraiment un statut adapté si vous n'avez pas beaucoup de frais professionnels parce que vous travaillez beaucoup en digital. Et ça peut être aussi intéressant pour un demandeur d'emploi parce qu'il y a des cotisations qui se calculent différemment si vous êtes aussi bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi. Alors, on passe au tableau avec quelques chiffres. Voilà. Et donc, du coup, là, en fait, on va essayer de vous montrer, donc, du coup, de décomposer donc, votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires qui est perçu. Donc, en fait, si vous êtes micro-entrepreneur, donc, vous recevez donc une commission brute. Cette commission brute, en fait, donc, tout à l'heure, on l'a vu, hein, en fait, on va déduire, donc, du coup, les frais réels, qui peuvent être, donc, des frais de déplacement, de téléphone, d'invitation, donc, de repas, donc, avec vos potentiels, clients. Donc, on va aussi déduire aussi les cotisations sociales et après, donc, du coup, l'impôt sur le revenu et la CFE qui est donc la cotisation minimum auquel vous serez soumis dans la catégorie des CET. Voilà, ça c'est le cash pour vous, d'accord? C'est votre résultat, c'est le cash que vous en tirez. Et donc effectivement, vous allez percevoir les commissions brutes de la part de Partnerco et vous allez payer vos frais, etc. Tout ce qui est listé en dessous, d'accord? Ça c'est le cash pour vous. À côté de ça, on compare avec la base soumise à cotisation. On l'a dit il y a une minute, ce sont les commissions brutes qui sont soumises à cotisation URSSAF. On a vu le taux tout à l'heure, j'ai déjà oublié, mais c'est 21%. Voilà. Et la base soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC, qu'on a vu tout au début, voilà, le commission brute minorée de l'abattement de 34%. Okay. Donc en fait, il y a un décalage entre ce que vous allez tirer de votre activité en net cash et ce qui va être soumis à cotisation sociale et ce qui va être soumis à impôt sur le revenu. Ce décalage, il existe sur toutes les activités en France. Ce n'est pas toujours le même parce qu'on va voir avec d'autres statuts, le décalage est différent. Mais dans tous les cas, ce que vous en retirez en net cash, ce n'est pas la même chose que ce qui va être soumis à cotisation et ce qui va être soumis à l'impôt sur le revenu. D'accord. Et donc, du coup, tout à l'heure, en fait, Julie donc, a abordé aussi la question tout à l'heure des autres entreprises. Et donc, en fait, elle faisait donc le parallèle, en fait, avec les typologies. Donc, du coup, on a le VDI, on a l'auto-entrepreneur. Le VDI, on a donc la micro-entreprise. Oui. Et donc, après, on a des steps d'individuel individuelle. Et après, on a la société. Donc, on a des steps. Là, on va essayer donc de rentrer un peu plus en détail donc sur une différenciation au niveau fiscal entre l'entreprise donc individuelle et donc le VDI. Ouais. Oui, sur l'entreprise individuelle, on a dit tout à l'heure dans l'option simplicité, on a la micro-entreprise et l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise, d'accord? Donc c'est la même chose, ok? Il y a 2 appellations, mais c'est la même chose, d'accord? Donc on va avoir les mêmes spécificités, sauf que on peut opter dans l'entreprise individuelle pour payer ses cotisations sociales au réel. Voilà. Alors c'est-à-dire le régime classique des cotisations sociales et non pas le régime micro. Alors ça peut être intéressant à un moment donné si vous cherchez à maximiser
la différence entre le brut et le net, ce ne sera pas intéressant. Si vous cherchez à cotiser davantage pour des raisons X ou Y, ça peut être intéressant parce que vous allez cotiser dans un régime classique qui ouvre plus de droits. Voilà. Sur les droits qui s'ouvrent quand on cotise en tant que VDI ou en tant qu'entreprise individuelle, c'est impossible de les résumer aujourd'hui de façon synthétique et digeste. Il faut savoir qu'il y a des seuils d'activité pour déclencher les droits. Donc, en tant que VDI, si vous êtes malade, vous pouvez avoir une indemnisation de la sécurité sociale, d'accord? La caisse primaire d'assurance maladie peut vous indemniser. Pareil pour un arrêt maternité, ok? En tant que micro-entreprise aussi, vous pouvez avoir des indemnisations de la Sécu puisque vous cotisez si vous êtes en arrêt maladie, d'accord? L'indépendant peut aussi être malade, hein. C'est beaucoup plus dramatique que quand on est salarié parce que le business s'arrête aussi, mais en tout cas, vous pouvez être indemnisé. Mais l'indemnisation repose sur des seuils minimums d'activité et de cotisation. Voilà. On ne va pas détailler les seuils aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ces seuils dans la documentation de la CPAM. On pourra donner aussi à Johanna des liens pour que vous puissiez retrouver ces éléments. Mais c'est important parce que ça arrive. Voilà, ça peut arriver et c'est quand même bien de pouvoir compter sur une indemnisation. Alors, on va passer à la partie optimisation. Alors, on va être obligé de faire un petit peu de technique. Alors, bon, nous, on travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, tout ça, pour nous, ce sont des mécaniques qui sont évidentes. Encore une fois, comme on l'a dit au début, on va essayer de le faire de façon simple, mais tout en respectant le vocabulaire nécessaire pour que vous soyez bien informé et que vous puissiez bien comparer avec d'autres sources de documentation. Et donc, du coup, en fait, enfin, déjà, la notion de résultat. Donc, en fait, un résultat, donc, c'est d'abord, c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans votre cas, donc, du coup, ce serait donc la commission donc, que vous avez perçue, brute, moins, du coup, les charges professionnelles que vous avez. Et donc, il peut être donc des charges de déplacement, des charges enfin, d'imitation et de voyage, par exemple, qui sont liées, donc, du coup, à votre activité. En termes de base, en fait, en termes de soumission, du coup, en fait, aux charges sociales et donc, du coup, à l'impôt. Donc, en fait, vous aurez donc une base donc, qui est soumise donc, à la cotisation sociale et donc, vous avez une base aussi qui est soumise à cotisation à l'impôt sur le revenu. Alors, vous avez donc l'obligation de tenir, parce que là, du coup, vous êtes une entreprise individuelle, parce que ce n'est plus le cas, donc, du coup, du VDI, qui n'a pas forcément de très grandes obligations fiscales. Là, vous êtes obligé de tenir une comptabilité. Une vraie comptabilité. Une vraie comptabilité. Vous avez donc du coup un système donc, de calcul provisoire de rémunération des charges sociales. Vous avez donc des déclarations de TVA à faire. Ça, il faut vraiment le garder en tête et suivre donc son activité par rapport à ça. Et donc, vous avez aussi l'obligation de déclarer votre résultat fiscal. C'est ça. Donc, communément appelé l'IAS fiscal. Alors, on ne va pas forcément vous emmerder avec cette terminologie, mais voilà. Donc, il faut le savoir. Ce sont des informations qui sont importantes avant de changer de statut, d'opter pour des statuts juridiques différents. Ce sont des informations qu'il faut prendre la peine de connaître. Tout à fait. Et alors, on est dans une autre dimension, d'accord, puisque comme le dit Rivaros, on va calculer un résultat. Donc, ça veut dire que pendant le courant de l'année, il y aura, d'un point de vue cash, d'accord, les commissions qui rentrent, les charges qui sortent, mais ça, c'est pareil qu'on soit dans un régime micro ou que ce soit dans le régime réel. Mais à la fin de l'année, on fait la soustraction. Voilà. Et le résultat va servir de base pour les cotisations sociales, pour l'impôt sur le revenu. Et ce résultat, la façon de le présenter, c'est l'alias fiscal. Et donc, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un expert comptable parce que cette déclaration fiscale, ben, il y a plein de, il y a plein de choses à remplir. C'est pas compliqué en soi, mais c'est assez pénible, c'est un peu formel. Et tout ça, ça se déclare une fois par an. Donc, on a changé de dimension, d'accord? Et le côté aussi calcul provisoire des charges sociales, c'est toujours un peu perturbant. Tout à l'heure, on parlait des idées reçues en disant la troisième année est fatale. Bon, ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, ça l'est moins parce qu'il y a moins de décalage entre l'activité réelle et le paiement des cotisations. Néanmoins, si vous avez envie de passer comme ça dans un régime au réel, c'est-à-dire où vous allez être imposé et payer les cotisations sur votre résultat, vous gardez de côté systématiquement 25% de vos commissions, d'accord? C'est une espèce d'enveloppe. Vous la gardez parce qu'à un moment donné, vous allez payer vos cotisations sociales et vous allez payer plusieurs fois des acomptes et il y aura une régularisation qui arrivera l'année d'après. Donc, imaginez, vous avez fait une super année, vous avez beaucoup de cotisations, le début de l'année suivante est moins bien, vous êtes un peu malade, et ben là, d'un coup, vous allez payer à un moment où l'activité est basse
les cotisations élevées de l'activité bonne de l'année d'avant. D'accord? Donc, vous gardez 25% de côté. C'est un conseil général qu'on donne. Vous gardez cette petite enveloppe et comme ça, vous n'êtes pas surpris au moment de payer les cotisations. Alors, donc, du coup, enfin, tout à l'heure, en fait, donc, Julie, elle a donné, en fait, tout un panel d'informations par rapport donc, à l'entreprise individuelle, donc, côté enfin, pour l'option optimale. Alors, pour synthétiser en termes d'image, moi, je vous parlerai, par exemple, d'un camembert dans lequel, en fait, donc, il y a des petites parts qui sont prises par l'impôt, par l'URSSAF et ainsi de suite. Et donc, il vous reste donc un trois quarts ou un deux quarts en fonction voilà, de votre situation. Nous allons donc du coup rentrer donc sur la, tac, tac, donc la slide donc, qui aborde donc du coup l'entreprise individuelle donc au réel. Alors, il y a une nette différence tout à l'heure entre celle qu'on a présentée précédemment qui lui ressemble et celle-ci pour la simple raison que en fait lorsque vous voulez calculer du coup la base soumise à cotisation. Donc, c'est les commissions, donc dans votre cas, donc, c'est les commissions perçues, moins les frais réels de déplacement, moins les cotisations sociales et moins la CFE. Et donc, c'est quasiment la même base, en fait, donc, qui est soumise aussi à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est vraiment la définition du résultat. Oui, c'est ça. Vous allez calculer le résultat et le résultat en cash, c'est quasiment le même que le résultat qui sert de base aux cotisations et à l'impôt, sauf que bah, vous payez l'impôt en plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, ça vous donne une vision, on l'espère, comment dire, synthétique de qu'est-ce qui rentre dans quoi, d'accord? On va aborder une minute les sociétés pour vous donner un petit peu de vocabulaire et après, on va venir sur une comparaison entre VDI, micro-entreprise et entreprise individuelle en termes de cotisation et d'impôts, pour vous voyez en termes de chiffres ce que ça donne, parce que tout ça, pour l'instant, c'est un peu théorique. Alors, on va faire la minute société. On a dit tout à l'heure que c'est donc une personne morale, hein, donc le fait de créer une société, ça crée une personne morale, c'est comme ça que ça s'appelle. La société peut être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. En fonction, il y a certaines formes de sociétés qui permettent d'être à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Le patrimoine de la société, c'est un patrimoine distinct. Alors, si je schématise à l'extrême, le compte bancaire de la société n'est pas votre compte bancaire. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous servir de la trésorerie de la société pour acheter, pour faire vos courses ou pour aller chez Chanel. Je ne sais pas pourquoi c'est Chanel aujourd'hui. Nos bureaux sont tout près des Galeries Lafayette, c'est pour ça. Donc, à l'inverse de l'entreprise individuelle, d'accord? L'entreprise individuelle, on en reparlera à la fin, c'est mieux d'avoir un compte bancaire spécifique à votre activité. Mais néanmoins, quand vous êtes VDI ou entreprise individuelle, le compte bancaire sur lequel vous recevez les commissions, il est à votre nom. Vous vous en servez pour ce que vous voulez. D'accord? C'est vraiment différent de la société. La société, avec son compte bancaire, elle utilise son compte bancaire, la société, pour ses dépenses. Et pas pour les dépenses de la personne qui en est le gérant, le président, l'associé, peu importe. Mais en tout cas, on sépare. Voilà, le patrimoine distinct, c'est surtout à ça qu'on pense. Voilà. Bon, pour créer une société, ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, il faut rédiger des statuts. Donc, c'est un document juridique qui explique les règles de fonctionnement de la société. Il faudra tenir une comptabilité. On a parlé tout à l'heure de la possibilité de se payer si on est gérant ou si on est président, donc on ne va pas y revenir. Voilà, la société, c'est idéal quand on veut s'associer. OK? C'est idéal aussi si on veut faire de la transmission. Dans le monde du marketing de réseau, parfois les gens travaillent en famille. Donc, s'il y a le couple et un enfant, ça peut être intéressant de faire la société. Comme ça, le business, il est dans la société et ça perdure après, éventuellement, avec l'enfant. Donc, voilà, ça se met en place, ça se réfléchit. Il faut discuter avec un expert comptable, il faut discuter éventuellement avec un notaire, selon la phase où vous en êtes. Voilà, c'est une vraie démarche. Quand vous êtes bien accompagné, ça se passe très très bien. C'est vraiment quelque chose qui offre un business illimité. Donc considérez-le. En tout cas, c'est pas la première option quand on fait quand on est partenaire pour l'instant. Ouais. Allez, on va faire la comparaison. On est bientôt à la fin, donc voilà, il faut rester encore un peu réveillé avec nous sur les chiffres. Alors, c'est une présentation. Alors, ça se présente par colonne, d'accord? L'idée, c'est une simulation sur la base d'un partenaire qui gagne 33 000 euros par an. Donc, ça fait à peu près 2 700 euros par mois. C'est l'idée de quelque chose à temps plein, d'accord? Qui ressemble à un revenu d'une activité à temps plein.
on est là-dessus. Donc, on a comparé le VDI, le micro-entrepreneur sans le versement libératoire et le micro-entrepreneur avec le versement libératoire. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire sur une même base de commission à 33 000 euros, comment on calcule l'impôt et comment on calcule les charges sociales. D'accord? Alors, Rivaros, sur le VDI, il y a la particularité que tout en bas, il y a les charges sociales de l'entreprise. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, en fait, aussi, il y a une chose qui est très importante, mais c'est surtout ce que vous mettez dans votre poche. Parce que voilà. Donc voilà, on a commencé donc du coup, en fait, donc, vous avez perçu donc du coup des recettes. Donc, vous avez donc du coup qui sont à 100% normal. Et donc vous avez donc des charges de YouTube donc qui sont plafonnées donc à 34%. Donc après vous avez votre base donc du coup qui est calculée donc il fait 21 000 et donc sur ça derrière est calculé l'impôt sur le revenu qui représente approximativement 3,20% en Oui. fonction de votre. C'est ça. Ça c'est une simulation pour une personne seule dans son foyer fiscal. Dans son foyer fiscal. Et donc, du coup, après, vous avez des charges sociales qui représentent à peu près 17% sans, du coup, la formation. Et donc, Net in the Pocket, en fait, vous percevez 26 390. Donc ça, c'est si vous êtes VDI, 33 000 euros de brut sur l'année et sans personne d'autre dans votre foyer fiscal. Et ensuite, on a comparé avec micro-entrepreneurs sans versement libératoire et avec versement libératoire. Et si on regarde le Net in the Pocket, comme dit Riparos, vous voyez le micro-entrepreneur sans versement libératoire, c'est la colonne du milieu, 24 000 684. Donc, on est en dessous du VDI. On est assez proche, mais on est en dessous. On est en dessous, pourquoi? Parce qu'il y a plus de cotisations sociales. Vous voyez la ligne juste au-dessus. Le micro-entrepreneur sans versement libératoire, il va payer 22% de cotisations sociales. Donc, c'est plus élevé que les 17% en tant que VDI. Okay, donc, il y a là ce qu'on appelle un frottement social. Donc, il y a plus de cotisations, il y a plus de droits aussi, hein, d'accord? Il y a plus de cotisations. Et le micro-entrepreneur avec le versement libératoire, là, c'est intéressant parce que vous voyez la ligne d'impôt sur le revenu, elle est seulement à 2,2%. Alors là, franchement, on dit souvent qu'en France, c'est cher, les impôts, etc. Un impôt à 2,2%, bon, nous, on est sûrement déformés, mais on trouve que c'est pas cher. Voilà. Donc, ce qui amène à un net dans la poche de 25 000 euros comparé aux 26 000 en tant que VDI. Donc, on est très proche, d'accord, tout en restant dans une possibilité d'être dans un régime simple. Oui, voilà. Encore une fois, vous avez jusqu'à 77 000 euros de commission. Donc, nous, on trouve que l'étape naturelle après le VDI, c'est la micro-entreprise. D'accord? C'est le micro-entrepreneur parce que ça reste simple. Ça vous demande pas d'efforts administratifs, comptables, supplémentaires, et ça vous ouvre les portes pour tripler votre activité à 77 000 euros de commission par an. C'est plutôt pas mal. Oui. Et donc, du coup, aussi, en termes de précision par rapport au VDI, c'est que, en fait, lorsque donc, vous avez une charge sociale, donc vous avez des charges sociales que vous supportez et il y a une part de charge sociale donc, qui est supportée par l'entreprise et qui représente quasiment 31% de vos commissions. C'est ça qui fait l'intérêt du statut VDI principalement, parce qu'effectivement, le taux qui est prélevé au VDI est assez faible comparé aux autres taux, notamment pour le micro ou pour quelqu'un qui serait salarié. On est tout proche de la fin. On va passer 1 minute sur les formalités. Je vais les balayer rapidement. Alors, toutes les inscriptions. Donc là, on parle d'une inscription, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu d'activité indépendante et vous souhaitez devenir partenaire avec PartnerCo, soit en tant que VDI, soit autre chose, d'accord? L'inscription, c'est forcément sur le guichet unique maintenant. Donc ça passe par le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est comme ça. Personne n'a demandé l'avis aux experts comptables pour tout ça. Bon, le guichet unique, c'est un grand entonnoir. Ça sert à inscrire tout le monde. Donc, il y a beaucoup de questions, etc. Si vous vous inscrivez en tant que VDI, reportez-vous au webinaire précédent. On a fait vraiment un pas à pas. Il y a tout ce qu'il faut pour bien vous inscrire. Donc, suivez-le. En tout cas, c'est gratuit. D'accord? Quand on s'inscrit en tant que micro-entrepreneur, c'est gratuit. VDI, c'est gratuit. Une entreprise individuelle, il va falloir l'immatriculer. Donc là, il y a un petit coût de 65 euros. OK. Et une société, par contre, il faut que vous prévoyiez un budget de 1 000 euros. Il faut rédiger les statuts, il faut les déposer au greffe du tribunal de commerce. Donc, encore une fois, c'est une autre dimension. D'accord? En tant que gestion, on l'a dit. Micro-entrepreneur, juste le livre de recettes. Il y a la franchise en base de TVA qui va s'appliquer. Et l'entreprise individuelle.
au réel, eh bien, il faut qu'elle suive ses recettes et ses dépenses. Et il faudra éventuellement qu'elle adhère à un centre de gestion. Oui. Alors, il y a 10 ans, le centre de gestion, ça permettait d'avoir un abattement sur son revenu imposable. Aujourd'hui, si vous n'adhérez pas, il y a une majoration de votre revenu imposable. Bon, ça revient au même. Il faut adhérer. Et le centre de gestion, son rôle, c'est de faire des espèces de pré-contrôles pour l'administration fiscale. Voilà. Et donc là, l'adhésion, c'est entre 200 et 300 euros par an en fonction de là où vous habitez. Voilà. C'est vraiment, comment dire, gardez en tête que VDI Micro, c'est gratuit. Oui. Donc, c'est facile de s'inscrire, c'est facile de déclarer. Dès l'instant qu'on bascule dans un régime réel, eh bien là, il faudra tenir une comptabilité, faire des déclarations fiscales. Quel que soit le statut, Oui. je le disais tout à l'heure, un compte en banque séparé. Ouais, toujours. Toujours. Vous conservez bien vos relevés de commission. Okay, ce sont les justificatifs. On a dit tout à l'heure que ça constituait des factures. Okay, donc, vous les conservez. Et gardez bien en tête, c'est les tableaux qu'on a fait tout à l'heure entre le cash, Ouais, hein, le chiffre d'affaires, ça n'est pas le bénéfice, d'accord, hein. Gardez en tête l'idée du camembert. Voilà, c'est ça exactement, le camembert. À un moment donné, sur le chiffre d'affaires, sur vos commissions, eh bien, il y a une partie qui servira à différentes choses, cotisations, impôts, et ça n'est pas le net, voilà. Et de toute façon, pour faire grossir le net, il faut faire grossir le brut. Donc, continuez à développer vos activités. Voilà. Nous en avons terminé. Nous espérons de tout cœur que c'était clair et suffisamment, comment dire, dynamique pour ne pas vous avoir perdu. Regardez-le en plusieurs fois si vous avez besoin. Revenez sur certaines parties si besoin. Voilà. Et puis, on restera bien sûr toujours, nous, disponibles et partenaires avec Partnerco pour apporter des réponses sur des sujets si ça venait à évoluer ou si ça venait à se complexifier. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci, Riva Rose, pour toutes ces informations qui ont été, voilà, c'est très instructif. Moi, j'ai pris plein de notes et puis, comme vous l'avez dit, on pourra faire pause et revenir dessus. Donc, je vous remercie pour votre temps et d'avoir vraiment, voilà, transmis toutes ces choses-là aux partenaires. Très bien. Très bien.